Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir UL à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexis Denis. Je travaille au bureau de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario, et ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, de 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent un thème qu'ils et elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les goûts, que ce soit les trous noirs, les carrières en santé, le Super Bowl ou bien plusieurs autres parmi autres sujets. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Pour ceux et celles qui vont avoir des questions lors de la présentation, n'hésitez pas de les poser durant le temps qu'on est ensemble. Lorsque vous avez une question qui vous vient à la tête, posez-la dans le chat ou bien allumez votre micro, disez excusez-moi, Monsieur Lesparage, j'ai une question pour vous, pas de problème, on adressera les questions lorsque vous les avez. Nous aimerions reconnaître le traité Robertson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations de Tecumseh, Anishinaabeg, et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle des Premières Nations de Wahnapitae. Alors, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville que vous parvenez dans quelle année que vous êtes en ce moment. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra si vous aimeriez participer de cette façon. Gardez en tête que le webinaire est enregistré, par exemple. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter professeur David Lesbarrère. Monsieur Lesbarrère est professeur associé au département de biologie et doyen de la faculté des études supérieures à l'Université Laurentienne. Il est expert des amphibiens et des reptiles et de ce qui peut déranger leurs habitats. Alors, sans plus tarder, Monsieur Lesbarrère, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Juste un test son. Est-ce que tout le monde m'entend à peu près bien? Je suis assez près de mon micro. Oui? Oui. Parfait. Je vois beaucoup de noms. Je ne sais pas trop où vous êtes. J'espère qu'on aura quelques temps pour vous présenter. Au moins, Emilia peut utiliser le chat pour répondre. C'est très bien. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais le mettre sur le côté pendant que je parle. Et puis, si je vois des questions, j'y répondrai aussitôt. Sinon, vous pouvez aussi lever la main. Vous pouvez parler. Je veux vraiment que ce soit une conversation pour qu'on discute de ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous proposer, c'était une discussion sur la biodiversité. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Moi, j'ai grandi en France, pas ici. Et je dois dire qu'il y a évidemment une diversité des plantes et des animaux qui est très différente au Canada et en Ontario. Mais ce qui m'a toujours plu depuis que je suis plus petit, c'est d'essayer de comprendre pourquoi telles espèces se retrouvaient à tel endroit. Et puis évidemment, plus j'ai grandi et plus je suis devenu un adulte aussi, d'essayer de comprendre nos responsabilités et comment nous, on interagit et comment on affecte la distribution des différentes espèces dans notre planète. Alors, c'est le moment où normalement je partage mon écran. Voilà. Encore une fois, est-ce que tout le monde voit relativement bien la présentation au milieu? Oui. Très bien. Alors, une image que j'ai pas faite, je suis pas aussi bon dessinateur que ça, mais on peut voir beaucoup d'espèces de différents groupes et en gros, ça représente la biodiversité de notre planète, aussi bien la pomme de terre qui est au milieu qu'un dauphin un peu plus bas, les chauves-souris, les dinosaures, donc c'est aussi la biodiversité qui malheureusement a disparu, et les bactéries, il y a un palmier, plein de choses, et du coup ça m'amène à vous poser la question, est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de la biodiversité? Alors soit dans le chat, si je peux le mettre sur le côté, voilà, alors si je vous donne la réponse c'est trop facile. Comment je vais mettre le chat sur le côté? Est-ce que je peux faire ça en même temps? Oui, non, oui. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de me donner soit vous parler, soit vous écrivez à côté. Je vous donne peut-être 30 secondes pour réfléchir. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu maintenant que vous êtes en 7e et 8e année. Est-ce que quelqu'un a une définition? Non?
Tout le monde est timide? Ou personne l'a déjà vu? La variété de tout ce qu'on retrouve dans la nature. C'est pas mal du tout, ça. Mais est-ce que ça regroupe, par exemple, les voitures, les bâtiments, les êtres humains? Oui? Moi, je vais dire non. Tous les êtres vivants. Merci, Zoé. Alors, la définition que j'ai, est-ce que là, je peux y arriver encore? Voilà. Ça, en fait, pour beaucoup de mots qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle l'étymologie, c'est d'où les mots viennent. Et celui-là, c'est assez facile, il suffit de le couper en deux. Tout ce qui a bio, comme la biologie, qui est une discipline que vous étudiez à l'école, les yaourts bio, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un biorama, si vous allez dans un musée, c'est tout ce qui représente la vie. Et donc, c'est la diversité de la vie. Et du coup, ça nous enlève les voitures et les bâtiments parce que ils sont pas vivants. Hein. Dans certains dessins animés, il y a des voitures qui parlent et qui avancent toutes seules, mais dans la réalité de ce qu'on vit tous les jours, elles sont pas vivantes. Donc, c'est vraiment les êtres vivants et surtout la variété des êtres vivants. Alors, il y a quelques groupes que vous connaissez, que vous avez déjà vus, j'imagine, soit depuis à l'école primaire, les plantes, les mammifères, les insectes, les oiseaux. Et ce qu'on essaie de faire quand on étudie la biodiversité, c'est entre autres de le faire rentrer dans différentes boîtes. Donc là, ce que je vais présenter aujourd'hui, et il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà, c'est quelles sont ces différentes boîtes, comment elles sont reliées les unes avec les autres, et qu'est-ce qu'on en connaît, lesquels on connaît mieux que les autres. Diapositive suivante, c'est une définition un peu plus technique, mais je pense que c'est bon à savoir et j'essaie de la rendre simple pour vous. C'est que la biodiversité, finalement, il y a plusieurs niveaux à laquelle on peut la regarder. La réponse que vous m'avez donnée est tout à fait juste, c'est celle du milieu, à savoir toutes les espèces qu'on trouve à un endroit donné. Mais on s'aperçoit que ça, c'est une chose qu'on connaît depuis longtemps. Les espèces, on les nomme depuis l'Antiquité. Les mots latins qui sont associés aux espèces, ils existent depuis 300, 400 ans. Mais il y a une chose qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, au milieu des années 50, c'est l'ADN. Et donc, la composition génétique des individus. Et on s'aperçoit qu'au travers de ces différents gènes, que donc là j'ai représenté dans les souris d'en haut, chacun a des gènes qui sont codés de différentes manières. Je prends toujours l'exemple des Legos, c'est qu'on peut faire un carré avec des Legos, ça sera toujours un carré, mais on peut y mettre plein de couleurs différentes. L'idée des gènes, c'est la même chose, c'est que on a tous des gènes pour les yeux, la couleur des yeux, on a des gènes qui codent pour la taille de nos bras, pour digérer les bonbons, mais même si on a les mêmes gènes, ils sont pas exactement de la même couleur. Ils ont des couleurs différentes. Quand vous regardez les souris à l'intérieur, là, il y a par exemple, il y a 2 paires de chromosomes et sur chaque chromosome, il y a des couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle la diversité génétique. C'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce, quand on prend par exemple 5 souris, il y a aussi de la diversité, il y a aussi des différences entre chacune des souris. Et pour regarder entre vous, là, vous voyez pas sur la caméra, mais on est tous aussi différents les uns des autres, et pourtant, on est tous de l'espèce humaine. Donc, la diversité génétique, ensuite la diversité des espèces, et puis à un niveau un peu plus supérieur, finalement, c'est la diversité des milieux qu'on observe sur la planète. À savoir que y a plein d'endroits qui changent, que ce soit les déserts, les montagnes, les rivières, les océans, les milieux urbains. Et c'est cette diversité des communautés et des écosystèmes qu'on retrouve au sein de la planète qui constitue un niveau encore supérieur de diversité. Donc, on ne va pas étudier tous les milieux, parce qu'on va se concentrer ni la génétique. Aujourd'hui, on va vraiment rester sur la diversité des espèces pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui nous entoure à ce niveau-là. David, Oui. rapidement, nous, on voit pas les diapos qui changent sur l'écran. Personne ne les voit? Moi, je vois encore la première diapo qui dit la biodiversité. Alors, comment faut que je fasse? Comme ça? Non. Donc là, ce que je change, personne ne voit en fait.
On voit encore juste la première diapo. Alors ça, c'est bizarre. Comment je vais faire? Alors, je vais peut-être arrêter et repartir. Parfait. Là, vous en êtes à la deuxième? Oui. Alors, je reprends brièvement, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est les trois composantes de la diversité, à savoir la diversité des gènes, donc ce que je vous expliquais, les différentes couleurs de Lego à l'intérieur des souris. Chaque souris se ressemble, mais elles ont quelques spécificités qu'elles font. Elles n'ont peut-être pas les mêmes yeux, elles n'ont pas la même couleur de poils. Il y en a d'autres qui digèrent mieux les plantes que certaines. Et ça tient aux différents gènes, aux différentes briques d'ADN qui sont sur leur code génétique. Ensuite, quand on regarde un milieu particulier, par exemple un écosystème, on peut voir différentes espèces. Donc ça, c'est ce que vous m'aviez présenté dans vos définitions. Et après, à un niveau un peu plus élevé, quand on met différents écosystèmes les uns à côté des autres, donc là, on a une rivière, une forêt, une prairie, et peut-être dans le fond une montagne, on a aussi une diversité des différents écosystèmes sur la planète. Alors, sur notre planète, on a justement à peu près, évidemment, ça change un peu tous les jours, et puis il y a des gens qui s'entendent pas exactement sur le chiffre, mais on parle d'à peu près 1,76 million d'espèces vivantes. Donc, dans les boîtes dont je vous parlais tout à l'heure, les mammifères, les plantes, les bactéries, à quel endroit pensez-vous qu'il y a le plus d'espèces? Alors, si je remets le chat, c'est peut-être là que ça pose un problème. C'est quand je vois les autres personnes devant moi. Alors, l'océan. Alors, l'océan, c'est un endroit. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel groupe a le plus d'espèces. Par exemple, les espèces de mammifères, vous connaissez les chiens, les chats, les girafes, les zèbres, mais est-ce que c'est le groupe qui a le plus d'espèces? Les reptiles, me propose Patty. Une ou deux autres réponses? Les amphibiens. Alors là, vous me faites chaud au cœur parce que c'est sur les groupes sur lesquels je travaille le plus. Mais malheureusement, c'est pas ceux où il y a le plus d'espèces. Les insectes, c'est beaucoup mieux, Emilia. Un autre groupe qui est à peu près équivalent. Et voilà, on a notre réponse parfaite avec Samantha. Je ne sais pas si tout le monde voit le chat. C'est effectivement quand on met les insectes en bleu à droite. Donc là, est-ce que tout le monde a le cercle du milieu là? Ok. Donc quand on met les insectes à droite et les bactéries en jaune, on a à 70% de toutes les espèces de la planète. Donc tout ce que vous connaissez le moins finalement, c'est 70% de nos espèces. Et tout ce que vous connaissez le plus, parce que tout le monde peut me donner des listes de mammifères, des listes d'oiseaux, c'est même pas 1% des espèces de notre planète. Donc finalement, avec nos yeux, sans utiliser le microscope, qui est souvent utile pour les bactéries, on s'aperçoit qu'on voit très peu et on connaît très peu de la biodiversité qui nous entoure. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la protéger, ça veut dire que c'est plus difficile de la prendre en compte quand on met des projets en place ou des lois en place pour la protection de l'environnement. C'est qu'on ne connaît pas assez de choses finalement sur ces bactéries. C'est en train de changer. Il y a des collègues, par exemple, à l'université qui travaillent beaucoup sur l'utilisation des bactéries pour nettoyer la pollution, pour améliorer la santé. On sait qu'on a beaucoup de bactéries sur notre peau qui nous servent de défense contre les attaques de pathogènes. Donc là, en ce moment, par exemple, peut-être qu'il y a des bactéries qui pourraient nous préserver de l'épidémie du virus, si elles empêchaient le virus de rentrer à l'intérieur. Donc vous voyez finalement que ce que vous me disiez en haut, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les mammifères, c'est vraiment une toute petite portion du camembert. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe trop. Pourquoi j'y redescends? Je vais continuer. Voilà, donc vous voyez par exemple, là je vous ai mis quelques images d'insectes, d'invertébrés, et déjà on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Moi je suis incapable d'en nommer la moitié. Je reconnais une guêpe en bas à gauche, une coccinelle, et encore c'est pas une coccinelle de chez nous,
Elle n'a pas les mêmes points. Certains papillons que j'ai déjà vus, la menthe religieuse en haut à droite, il y a beaucoup d'invertébrés qu'on connaît pas très bien, en tout cas qui sont pas visibles souvent à l'œil nu. Alors comment on va répartir les choses? On va faire 2 grands groupes avec la présence d'os. Vous parliez tout à l'heure, quelqu'un m'a proposé le nom de invertébrés. Évidemment, l'opposé des invertébrés, c'est les vertébrés et la notion d'avoir des os. Donc, on va commencer en bas avec ceux qui n'ont pas d'os. Parmi ceux qui n'ont pas d'os, il y a 3 grands groupes. Ceux qui ont un corps mou, les mollusques. Donc, les mollusques, il y a aussi bien les coquillages qu'on trouve dans la mer, donc les huîtres, les moules. Il y a aussi les escargots et les limaces qu'on trouve sur Terre. Donc ça, c'est le groupe des mollusques. Ensuite, on a et généralement, il y a beaucoup de règles qui, je vais dire généralement, parce qu'il y a plein d'exceptions en biologie, et plus on dit la biodiversité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'exceptions. Et quand on regarde, par exemple, le nombre de pattes, ça nous permet de faire 2 groupes également. Le groupe des araignées, qui a 8 pattes, et le groupe des insectes, qui a 6 pattes. C'est-à-dire que tous les animaux que je vous ai fait voir, tous les insectes que je vous ai fait voir sur la page d'avant, ils ont 6 pattes. Qu'on regarde une coccinelle, qu'on regarde une libellule, une fourmi, une guêpe, tout ça, les papillons, c'est des choses qui ont 6 pattes. Donc ça fait partie des insectes. Donc ça, c'est le groupe des invertébrés. Et puis après, dans ce qu'on appelle la classification de la biodiversité, on a ceux avec les os et ceux que vous connaissez finalement un peu mieux. C'est les 5 grands groupes de vertébrés, à savoir les amphibiens, les mammifères, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Et là, pour les distinguer de façon assez facile, ils ont tous des os. Et on verra plein d'autres choses qu'ils ont en commun, par exemple. Mais pour les distinguer, d'une façon générale, s'il y a des plumes, c'est des oiseaux. S'il y a des poils, c'est des mammifères. S'il y a des écailles, c'est soit des poissons, soit des reptiles. Et quand il n'y a rien sur la peau, à part que c'est humide et un peu visqueux, c'est les amphibiens. Donc en regardant ne serait-ce que la texture de la peau, on arrive déjà à répartir les animaux de la biodiversité en 5 grands groupes. Donc les amphibiens avec la peau nue, les mammifères avec des poils, les oiseaux avec des plumes et les poissons et les reptiles. C'est un peu plus difficile parce qu'ils sont très proches d'un point de vue de l'évolution. Ils ont tous encore gardé des écailles. Alors, les vertébrés, donc ces 5 grands groupes, il y a d'autres critères qui peuvent nous aider, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, comme les poils, mais la définition des mammifères, c'est que les femelles, elles ont des mamelles, et donc dans tous les groupes de mammifères, que ce soit les lapins, les chiens, les chats, les singes, les humains, les femelles nourrissent leurs jeunes avec du lait. Oui? Quelqu'un veut poser une question? Non? Personne? Ok, je continue. En fait, je vais commencer par en bas. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple et ça sera plus logique dans l'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné sur la planète, on n'avait que de l'eau. Donc évidemment, une fois que les bactéries ont évolué, les premiers vertébrés qu'on a eus, c'était des poissons. Donc les poissons, ils avaient des écailles, et notamment des écailles qui sont détachées les unes des autres. Donc on peut enlever les écailles quand vous mangez du poisson à la maison, vous enlevez les écailles. Ensuite, la Terre est apparue, les continents, et les premiers animaux à être sortis de l'eau, c'était des poissons qui sont devenus des amphibiens, avec la peau nue. Et une des choses qui caractérise les amphibiens, c'est qu'ils pondent des œufs toujours dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer sur Terre, ils sont adaptés au milieu terrestre, mais ils sont encore dépendants du milieu aquatique pour pondre leurs œufs. S'ils ne trouvent pas de mare, s'ils ne trouvent pas d'étang ou de lac, les amphibiens, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils n'ont pas encore trouvé un moyen de préserver leurs œufs en dehors du milieu liquide. Ensuite, on arrive aux reptiles qui sont un peu plus évolués, et donc les dinosaures. Et là,
non seulement ils ont des écailles qui, elles, sont soudées les unes aux autres et qui s'articulent les unes avec les autres, mais au niveau de la reproduction, ce qui les a fait évoluer à un cran supérieur, c'est que eux, ils ont mis leurs œufs dans une coquille. Donc, ils pondent des œufs comme les amphibiens, mais il y a une coquille autour qui protège l'embryon et qui permet donc aux jeunes, à l'embryon, de se développer sans se dessécher. Les reptiles, on en a par chez nous, mais il y en a aussi dans beaucoup de déserts et de milieux où il fait très chaud. Et c'est donc l'utilisation de la coquille qui fait que ça préserve les jeunes de se dessécher. Le problème des œufs, c'est que ça reste quand même risqué parce que ça peut être attrapé par un autre animal pour la consommation, ça peut être écrasé par quelque chose, ça peut tomber du nid et se casser. Une coquille, c'est pas très fragile. Donc les reptiles et les oiseaux, ils sont quand même encore au niveau de la reproduction, ils sont encore pas les mieux évolués. Et c'est seulement quand on arrive au niveau des mammifères qu'on a trouvé pour l'instant la solution parfaite, c'est que les jeunes, ils se développent pas à l'extérieur, mais ils se développent à l'intérieur. Et donc quand les animaux sont enceintes, les femelles, le jeune reste à l'intérieur et donc il est dans un milieu liquide à l'intérieur du placenta et c'est ça qui le protège de tous les éléments extérieurs et qui permet du coup aux mammifères de se déplacer tout en emmenant leur jeune avec eux. Alors que tout ce qu'il y avait avant, que ce soit les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, une fois qu'ils ont laissé leur œuf, leur jeune de côté, qu'il est sorti du corps de la femelle, évidemment, ils ne peuvent plus le transporter. Donc l'avantage des mammifères, c'est de pouvoir transporter ces jeunes à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être exposés au monde extérieur. Donc là, c'est une autre représentation des différentes où on voit un peu mieux l'évolution à partir des vertébrés. Il y a deux groupes qui se sont faits. Donc, on a les poissons qui ont eu des nageoires avec des rayons. Et ensuite, il y a tous ceux qui ont eu 4 membres. Et je vous ferai voir une photo tout à l'heure qui démontre que tous les animaux qui sont présents au-dessus ont 4 membres, même si c'est pas toujours évident de les voir. Ensuite, on a eu des côtes. Les côtes, elles sont apparues avec les salamandres et les grenouilles. Et vous voyez que les côtes au niveau de la colonne vertébrale, donc je ne sais pas si ma flèche sera visible, elle n'est pas attachée comme nous. Nous, nos côtes, elles font tout le tour du thorax et elles se referment autour de nos intestins, le foie, les poumons et tout ça. C'est pas le cas chez les salamandres et les grenouilles. Donc, on a des côtes qui sont pas encore très évoluées. Au milieu, ce qui caractérise les oiseaux et les reptiles, vous voyez que c'est un groupe qui est très proche les uns des autres, c'est qu'ils ont un trou au niveau de la mâchoire. Et c'est un trou qui permet d'avoir une articulation pour ce qui est soit la mâchoire des crocodiles, soit le bec des oiseaux. C'est une mâchoire qui permet d'avoir beaucoup plus de muscles que les autres groupes d'animaux et qui rend donc la mâchoire très forte chez ces animaux-là. Après, on distingue évidemment les reptiles des oiseaux avec les plumes. Et pour ce qui est des mammifères, il y a eu donc l'apparition des poils, il y a eu le fait que l'embryon reste à l'intérieur du ventre, et puis après, il y a eu il y a quelqu'un qui s'amuse à dessiner sur mon écran, je pense. Il y a le pouce opposable qui nous caractérise, nous, les grands singes, et à savoir que tous les mammifères n'ont pas un pouce opposable. Seulement les singes et les primates ont ce pouce qui leur permet d'attraper des objets. Donc vous voyez qu'au cours de l'évolution, il y a des choses qui sont apparues les unes après les autres, qui ont caractérisé les différents groupes d'animaux et qui maintenant, quand on les regarde en 2020, aussi bien ceux du passé que ceux du présent, on peut voir cette évolution qui s'est faite de la biodiversité. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques images et on va voir si vous pouvez les retrouver dans quel groupe ça se situe. Alors, première image, qui c'est qui me dit à quelle espèce on a affaire et au moins à quel groupe de vertébrés on a affaire? Dans quelle boîte vous les mettriez? Mammifères, très bien. Vous voyez qu'il y a des mammifères qui sont retournés dans l'eau. Les premiers mammifères sont apparus sur Terre, après les amphibiens et après les reptiles, mais on a certains mammifères qui sont retournés dans l'eau
et qui maintenant sont complètement adaptés au milieu aquatique, mais qui ont des poumons, comme vous et moi, donc ils ne peuvent pas vivre complètement sous l'eau. Ils respirent faut qu'ils remontent à la surface. Tout ce qui est baleine, dauphin, ça remonte à la surface. Mais si vous regardez bien et si vous essayez d'imaginer un mammifère, vous pouvez voir qu'il y a 4 membres, comme nous. Il y a seulement 2 nageoires pectorales qui sont finalement les 2 bras. Et je vous ferai voir tout à l'heure une photo où on voit bien exactement que ça ressemble à votre bras à vous. Et ensuite, au niveau de la queue, on a ce qui nous sommes nos jambes. Donc, la baleine est effectivement un mammifère. Image suivante, qu'est-ce qu'on a? Une autruche, un oiseau. Bien, Tristan. Et alors, parmi les oiseaux, je vous ai parlé des plumes, et la raison pour laquelle je ne vous ai pas parlé des ailes, c'est qu'on a un groupe d'oiseaux qu'on n'a pas au Canada, mais qui, eux, ne volent pas, et qui ont développé et qui sont adaptés à un endroit où finalement, il n'y avait pas de prédateurs. Et quand il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas besoin de s'envoler pour s'échapper. Au contraire, la seule chose dont ils avaient besoin, c'est d'avoir de fortes jambes pour pouvoir courir très vite. Mais ils ont perdu l'adaptation de leurs ailes. Alors, ils ont encore des ailes qui sont le long de leur corps, mais qui sont incapables de les soulever tellement les autruches sont lourdes. Donc, on a des oiseaux là qui ont des ailes dont l'adaptation s'est un peu disparue, mais qui font quand même partie du groupe des oiseaux. Donc, c'est un oiseau qui ne vole pas. Et pour répondre à Somako, oui, les pingouins sont aussi des oiseaux. Et qu'est-ce qui nous prouve que ce sont des oiseaux, les pingouins? C'est qu'ils pondent des œufs. Et eux, par contre, ils ont aussi des ailes, mais c'est pas des ailes qui sont adaptées au vol, même s'il y a des plumes dessus. C'est des ailes qui sont adaptées à nager. Les pingouins, ils volent pas. Il y a certains pingouins, des petits, qui sont capables de voler sur de courtes distances, mais la plupart des pingouins, eux, sont plutôt adaptés à nager dans l'océan qu'à voler. Donc encore un groupe d'oiseaux particuliers qui se distingue de nos mésanges, les perroquets, les aigles et tous les oiseaux qu'on connaît le mieux. Voilà. Un autre animal qui vole, c'est, j'attends une réponse sur le côté, une chauve-souris et un mammifère. Alors là, on a encore une fois, vous voyez bien les 4 membres sur cette photo, les 2 jambes vers l'arrière et les 2 bras vers le haut. Et entre les bras et les jambes, il y a cette toile qui s'est tissée de peau avec plein de vaisseaux sanguins qu'on voit passer ici. Et vous voyez que là, si je les suis avec la flèche, est-ce que vous savez ce que c'est ça? En blanc? 3, 4 et 1 de l'autre côté. C'est effectivement les doigts. Donc, ça ressemble pas vraiment à notre main à nous, mais il reste qu'il y a 5 doigts, un poignet, un avant-bras et le bras. Donc, un bras très court, la partie où vous avez votre biceps, ça c'est très court chez les chauves-souris. Par contre, le bras, l'avant-bras, ici est très très allongé. Et au bout, on a des doigts qui sont aussi avec, il y en a un qui est courbé là sur la droite. Donc, on a bien les courbes de nos doigts. Mais qui permettent de tenir cette toile pour que les chauves-souris volent. Donc, on a un mammifère qui, lui, vole. C'est pas un exosquelette. Les exosquelettes, c'est seulement chez les invertébrés. Ce qu'on appelle exosquelette, c'est la carapace qui se forme autour des insectes, alors que nous, notre squelette, pour tous les vertébrés, il est à l'intérieur. Quand on regarde un oiseau ou une grenouille ou une chauve-souris, le squelette, c'est le contraire, on appelle ça un endo, E-N-D-O, un endosquelette à l'intérieur du corps. Alors que pour les invertébrés, donc les insectes, c'est à l'extérieur du corps. Question plus difficile. À quoi on a affaire là? Corail. Et alors, dans quel groupe vous le mettriez, le corail? Et alors, l'erreur qui est faite souvent, c'est que ce n'est pas une plante, le corail. Le corail, c'est un animal.
Et le corail, ça fait partie aussi d'un groupe particulier, des invertébrés. En fait, c'est des colonies, c'est pas un seul animal, c'est des colonies de milliers de petits animaux qui sont collés les uns aux autres, ils peuvent pas s'en aller nulle part, ils sont accrochés les uns à côté des autres et ils interagissent les uns avec les autres. Il y en a certains qui assurent la digestion, d'autres qui assurent la respiration, d'autres la reproduction. Et ils sont tous, on appelle ça une colonie, le corail, et c'est un peu comme une ville où chacun aurait un rôle spécifique dans la construction de ces colonies. Alors, il y en a des plus grands, il y en a différentes formes, différentes couleurs. C'est aussi un groupe qui a beaucoup, beaucoup d'espèces, les coraux. Et c'est, comme vous le savez, un groupe qui est très sensible au changement climatique et au réchauffement des océans. Et on est en train de perdre beaucoup, beaucoup de coraux avec l'augmentation de la température des océans. Donc, non, pas des poissons, pas des amphibiens, pas des bactéries. C'est des animaux qu'on appelle des zoocètes qui s'associent les uns avec les autres pour faire le corail. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Il faudrait que vous prenne un cours entier à l'université dans quelques années, ou peut-être que vous aurez un professeur de biologie qui s'intéresse particulièrement à un groupe, comme les corails ou les bactéries. Je vous rappelle qu'on a commencé par dire qu'il y avait plus d'1 milliard d'espèces. Donc, les décrire toutes, c'est assez difficile en 20 minutes. Et en plus, moi, je suis pas spécialiste des coraux. Alors là, qu'est-ce que le monsieur tient d'après vous? Un verre. C'est un verre. Oui, alors il y a 2 humains sur la photo, mais le verre que le médecin, je pense, tient dans sa main, c'est effectivement un invertébré. Vous vous rappelez la première page où j'avais les différents groupes, il y avait ceux à corps mou, et dans donc les invertébrés à corps mou, c'est pas forcément des tout petits comme les vers de terre ou les cloportes ou les choses qu'on trouve dans le jardin, mais on a des vers qui font 5 à 6 mètres de long. Et malheureusement, c'est pas des vers qu'on trouve dans la nature. C'est pas un mille-pattes. Les mille-pattes, ils ont des pattes et un squelette extérieur. Là, c'est vraiment exactement Somaco, c'est le ver solitaire. Donc, c'est un ver qu'on peut attraper. Heureusement, pas vraiment sur notre continent à nous, plutôt en Afrique, et qui peut mesurer jusqu'à, oui, je crois 4 à 5 mètres de long et qui vit dans nos intestins et qui se nourrit de ce qu'on mange. Le seul problème, c'est qu'il mange tellement qu'il utilise toute l'énergie des aliments que nous, on utilise. Donc, les gens qui ont un ver solitaire, ils ont beau manger des glaces, des gâteaux, de la pizza tous les jours, ils prennent aucun poids parce que le ver solitaire capture toute l'énergie à l'intérieur. Donc, c'est bien pour les régimes, mais ça peut avoir d'autres conséquences néfastes. Donc, généralement, le médecin essaie de le faire sortir. Il faut surtout essayer de le faire sortir sans le casser, parce que comme la plupart des vers, comme les vers de terre, si on le casse, il se reconstruit et il disparaît pas. Et vous voyez qu'il peut y avoir des invertébrés qui sont aussi très très longs dans la biodiversité. Et il y a aussi des invertébrés qui sont très gros, comme par exemple là, on a une méduse qui est aussi grosse que notre plongeur. Donc, pas toujours penser que les invertébrés, c'est ce qu'il y a de plus petit. Des fois, les invertébrés, il y en a d'énormes. Moi, j'ai pas vu des méduses aussi grosses, mais j'en ai vu qui étaient plus grandes que mon bras et qui vivent comme ça dans les océans. Donc, on a pas mal d'invertébrés qui peuvent aussi prendre des tailles assez importantes. Alors là, c'est la question. Et je vous rassure, je la pose à toutes les classes, même à l'université. Et il y a très peu de gens qui trouvent la réponse. Alors, je vais laisser 30 secondes aux gens pour réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a? Un reptile, un serpent? Quoi d'autre? Une chenille? Il y a quelqu'un qui est observateur, ou alors qui m'a déjà entendu parler ailleurs. C'est effectivement une chenille. C'est une chenille. Et est-ce que vous savez où est la tête?
La tête de cette chenille, elle est en haut, posée sur la tige. Et à l'arrière de son corps, c'est la queue de la chenille, en fait. C'est pas du tout des yeux, c'est pas du tout un nez et une bouche, c'est juste le corps de la chenille qui ressemble à la tête du serpent. Et d'après vous, quel est l'intérêt pour que cette espèce-là, elle ait évolué à ressembler à une chenille? Parce qu'en plus, ça va pas durer très longtemps. Les chenilles, elles durent quelques semaines, un mois pour les plus longues, avant de se transformer en papillon. Donc, pourquoi vous pensez qu'il y a autant d'énergie qui est mise pour ressembler à un serpent, quand au final, ça va durer que quelques semaines et qu'on va devenir un papillon par la suite? Exactement, Samantha. C'est pour faire peur aux prédateurs et pour éviter que les oiseaux viennent manger les chenilles. Une chenille, ça n'a aucune défense. C'est très lent. Ça se déplace sur la végétation, ça se voit de très très loin. Et donc, la seule arme que cette chenille-là a trouvée, c'est de ressembler à un serpent pour rester en vie et pas se faire manger avant de se transformer. Donc ça serait un sujet complètement différent. Je ne sais pas si j'en reverrai certains d'entre vous la semaine prochaine ou dans 15 jours quand je vais parler d'évolution, mais c'est justement l'évolution des espèces et comment elles sont adaptées à leur milieu. Et là, quelle espèce? Pas mal. Ma fille serait contente aussi parce qu'elle adore les sirènes. Un repto-humain, possible. Vous voyez qu'il y a encore pas mal d'espèces à découvrir. Si vous faites une carrière en biologie, vous aurez peut-être un jour une espèce qui sera nommée après vous. Effectivement, celle-là, je m'en rappelais pas, mais il me semble que c'est effectivement Scarlett Johansson. Donc, elle a déjà un nom. Mais vous voyez que même si ça c'est un peu une blague, il y a encore beaucoup d'espèces. On estime qu'il y a à peu près, en faisant des calculs sur ce qu'on connaît, il y a au moins, en tout cas au niveau des invertébrés, il y en a presque la moitié des espèces qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais découvertes ou qu'on n'a jamais eu le temps d'identifier ou qu'on ne sait pas comment les nommer ou dans quel groupe les mettre. Donc, il y a encore énormément de travail pour découvrir toutes les espèces qui sont sur notre planète. Je crois qu'il y a même, il y a quelques semaines, il y a encore une espèce de grenouille. Pourtant, les grenouilles, c'est facile à voir, mais il y a tellement d'endroits sur la planète qu'on n'a pas visité qu'il y a une espèce de grenouille qui vient juste d'être découverte il y a quelques semaines. Et on a un collègue dans mon département à la Laurentienne qui vient nommer un coléoptère. Alors, un coléoptère, c'est une bibite, je crois que vous appelleriez ici. C'est une sorte de scarabée qui vit dans les étangs et qui vient juste de découvrir. C'est une espèce qu'il a trouvée au Québec et il lui a donné un nom juste la semaine dernière. Alors pour finir, justement vous montrer que chez les vertébrés, tout le monde a la même main. Donc vous reconnaissez la chauve-souris d'en bas, vous reconnaissez l'aile de l'oiseau. En haut à gauche, si je remets ma flèche à côté, on a notre bras à nous, de l'être humain. Au milieu, on a un bras, non, à gauche, pardon, c'est le bras du chat. Au milieu, c'est celui de l'être humain. Et à droite, c'est celui de la baleine. Et vous voyez finalement, quand on regarde les os, la structure des os, et j'ai mis les mêmes codes de couleur pour ce qui est des différentes parties des doigts, en vert et violet, pour le poignet en orange, l'avant-bras, vous savez qu'on a deux os, un radius et un cubitus, qui sont donc jaunes et bleus sur tous nos animaux, et ensuite l'humérus, donc le bras du biceps en rouge. Donc vous voyez que sur tous ces vertébrés-là, on retrouve finalement la même composition, les mêmes os. C'est juste qu'ils ont pris des tailles différentes et des formes différentes pour s'adapter au milieu. Donc évidemment, la baleine ou les dauphins, ils n'ont pas besoin d'avoir un grand bras, mais ce qu'ils ont besoin d'important, c'est d'avoir beaucoup de petits os au niveau des doigts pour pousser l'eau quand ils nagent. Chez les oiseaux, c'est le contraire. C'est les os des doigts, il y en a plus besoin au fur et à mesure de l'évolution. Donc, ils ont régressé, ils ont quasiment disparu. Il n'en reste plus que deux. Par contre, le bras, c'est extrêmement allongé pour avoir les muscles qui soutiennent les ailes
pendant le vol. Et c'est la même chose pour ce qui est des chauves-souris. Donc tous les vertébrés, au niveau des mains, on retrouve la même structure. Ouais, j'aurais pu mettre ça, le chat, l'humain, la baleine, l'oiseau et la chauve-souris. Et alors là où c'est encore le plus, je trouve, marquant chez les embryons, c'est que quand on regarde les embryons des vertébrés, là je vous en ai mis 6, c'est quasiment impossible de faire la différence. On commence tous de la même façon. Et du coup, c'est un argument pour dire qu'on a tous évolué d'un ancêtre commun, c'est que au moment de la naissance, quand les cellules mâles et femelles se rencontrent, qu'il y a fécondation et qu'on a développement d'un embryon, eh ben, tous les embryons se ressemblent. Et comme le temps avant, je vais pas vous poser la question, je vais vous faire voir directement la réponse. C'est que vous voyez qu'au fur et à mesure de l'évolution, donc il y a différents stades, là j'ai juste mis 3 stades, jusqu'à très tard dans l'évolution de l'embryon, donc chez nous ça dure 9 mois, chez d'autres espèces ça va plus vite, les poissons évidemment, les salamandres ça dure très peu. À la fin on a une évolution, mais au départ l'embryon il est le même pour tout le monde. D'ailleurs une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on est tous avec ces espèces de bosses là, de crêtes sur le thorax. Chez nous, ça devient le larynx. Si vous touchez votre cou, vous êtes encore capable de toucher ces petites bosses, mais à l'intérieur, ça a donné lieu au pharynx et aux poumons, parce que finalement, nous, on respire de l'air, alors que chez les poissons, ces mêmes petites crêtes, c'est devenu les branchies qui permettent d'extraire l'oxygène de l'eau. Donc, au départ, tout le monde a le même matériel et ça évolue différemment en fonction des différentes lignées de la biodiversité, avec les autres au milieu, les tortues, les oiseaux. Là, il y a 2 mammifères proches. Évidemment, les mammifères, c'est quasiment impossible de faire la différence jusque très très tard dans le développement, parce qu'on a tous des bras, des jambes, une queue. Nous, on a une queue aussi. Vous en avez peut-être jamais aperçu, mais au bas de votre colonne vertébrale, juste le dernier os du sacrum, qui s'appelle effectivement le coccyx, c'est le reste de notre queue qui nous a disparu parce qu'elle n'avait pas d'utilité. À partir du moment où on s'est mis à marcher sur 2 pattes, on n'avait pas besoin d'une queue et donc elle a disparu. Il reste juste le dernier os de la colonne vertébrale. Et donc il me reste deux petits morceaux. Un pour vous dire que la biodiversité elle est en danger et parmi les groupes qui sont les plus en danger, c'est les amphibiens. Il y a 30% des espèces de la planète qui sont en danger. Les dangers, c'est la pollution, c'est les maladies, c'est le fait qu'il y a encore beaucoup d'espèces d'amphibiens et de reptiles qui sont prises pour la nourriture dans certaines cultures, ou alors qui sont capturés pour être vendus, parce qu'il y a beaucoup de jolies couleurs chez les amphibiens et les reptiles, donc ça fait très bien dans un aquarium. Donc il y a beaucoup d'espèces qui sont encore chassées dans les forêts, notamment en Amérique du Sud et en Asie. Les récifs dont je vous parlais tout à l'heure, un récif sur 4, 25%, est en train de disparaître. Les poissons, c'est la surpêche, parce que le problème des océans, c'est que c'est tellement grand qu'on croit que les ressources sont infinies. Donc on continue à pêcher en pensant qu'il y en aura toujours, mais quand on fait des comptes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espèces de poissons qui diminuent. Et ensuite les mammifères et les oiseaux. Et vous voyez qu'il y a quand même, ne serait-ce que si on prend les oiseaux, le plus petit groupe ici, 12%. Là, par exemple, autour de nous, je crois aujourd'hui, j'ai vu qu'on était 22, 21. 12% de 22, c'est comme s'il y avait 10 d'entre nous qui étaient menacés d'extinction, qui étaient menacés de disparaître. Non, pardon, 2 sur 20, c'est 12%. Donc 2 sur nous, au hasard, je peux prendre 2 noms dans la liste. Je peux prendre Alexis, par exemple, et Noémie. Alexis et Noémie, elles sont menacées de disparition. Donc, ça serait quand même dommage de les perdre. Donc, c'est quand même important de préserver la biodiversité pour tous les animaux et les plantes qui nous entourent. Et là, c'est pour vous montrer, parce que vous avez tous compris maintenant que j'aime beaucoup les grenouilles, il y a beaucoup de grenouilles
Ça, c'est la diversité en Ontario. Donc, ne serait-ce qu'en Ontario, on n'a pas forcément des grenouilles de toutes les couleurs, mais on a quand même 10 espèces de grenouilles qui nous entourent et vous en entendez déjà qui commencent à chanter pour la reproduction. J'ai entendu des crapauds et des rainettes chanter déjà cette semaine avec les premiers jours de printemps qui arrivent. Donc, une biodiversité qui est aussi importante chez nous. Et la biodiversité, finalement, c'est aussi avoir un écosystème en bonne santé. Ça, c'est toutes les espèces qu'on peut trouver autour de chez nous relativement facilement, que ce soit l'aigle, le castor, les tortues, les iris. Et il y en a quand même beaucoup qui sont assez menacés, donc les amphibiens, entre autres, et les reptiles. Mais même l'aigle, les populations d'aigles sont pas en très bonne santé au Canada. Donc, assurer la santé des animaux, c'est aussi assurer la santé de notre environnement. Et pour finir, ceux que ça intéresse, vous voyez que la biodiversité, ça peut vous donner plein d'idées de carrière, que vous travaillez dans un parc pour expliquer aux jeunes enfants ce que c'est que la biodiversité, ou faire des recherches. On a beaucoup d'étudiants à l'université qui font des recherches sur la biodiversité. Donc, celui-là, il mesure des tortues pour savoir si elles sont en bonne santé. Il y en a d'autres qui font des expériences avec des plantes pour savoir si la pollution affecte les plantes. On peut travailler, comme certains de mes étudiants, sur le code génétique. Il y a évidemment tous les parcs animaliers qui font beaucoup pour préserver la biodiversité. Vous pouvez devenir professeur de biologie. C'est un des étapes aussi finalement pour éduquer les générations suivantes sur la biodiversité. J'ai découvert récemment qu'il y avait des artistes qui aidaient la biodiversité en la peignant sur les murs des villes et en finalement aussi en éduquant le monde sur tous les animaux et les plantes qui nous entourent. On peut travailler au niveau politique. Il y a des comités au niveau du Canada qui protègent les espèces, donc qui les classent en fonction des différentes impacts qu'on a sur ces espèces-là et qui mettent en place des règles pour les protéger. Et puis évidemment, comme moi je l'ai fait la semaine dernière, vous pouvez construire un jardin potager pour avoir des espèces locales qui assurent la protection de la biodiversité et de l'alimentation en respectant la nature qui nous entoure. Et je crois que c'était mon dernier. Donc, je peux prendre des questions. Il nous reste 10 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez rester. Et puis, moi, j'ai rien d'autre après. Donc, si vous voulez rester un peu plus longtemps, ce n'est pas un problème. Si vous avez des questions, je peux revenir sur des diapositives. Je peux essayer de vous expliquer d'autres concepts associés à la biodiversité. Alors, avant de passer aux autres questions, on va vous donner quelques minutes à y penser. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, David, pour la présentation. Moi, j'ai appris beaucoup aussi. J'ai même fait des notes. Peut-être que je vais te poser des questions après. Mais si la biodiversité, ça vous intéresse, on a plusieurs cours à l'Université Laurentienne que vous pouvez certainement suivre. Vous pouvez même dédier toutes vos études de 4 ans probablement à la biodiversité, que ce soit en écologie ou bien la biologie de la restauration ou n'importe même des cours au choix en biologie. Alors, il y a beaucoup d'options à poursuivre vos études en biologie à la Laurentienne. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais certainement en poser quelques-unes. Oh, il y a une question ici, de Samantha. Alors, un type d'amphibien qui est plus en danger que les autres. Alors, on a quelques espèces, pas chez nous. Chez nous, elles sont à peu près toutes stables. Elles restent en danger, il faut les protéger. Mais on retrouve à peu près toutes les espèces canadiennes, on les retrouve en grand nombre, pas partout. Il y a des espèces qu'on retrouve que, par exemple, dans la péninsule de Niagara. Et après, on en trouve un peu plus quand on descend aux États-Unis. Il y a 2 espèces de grenouilles de l'Ouest en Colombie-Britannique où il reste plus qu'une population, par exemple. Et un moyen de les préserver, justement, donc l'une, c'est la grenouille léopard. Donc la grenouille léopard, on l'a chez nous. Il y en a plein, vous allez en entendre et vous pouvez facilement les attraper cet été. Quand on va dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, il n'y a plus qu'une seule population. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les zoos travaillent beaucoup à protéger les amphibiens et d'autres espèces en mettant ce qu'ils appellent des
populations, ils font de la reproduction en captivité. Donc moi, je travaille avec le zoo de Calgary en ce moment pour essayer d'améliorer la reproduction de ces grenouilles-là, de telle sorte que on puisse relâcher dans la nature soit des têtards, soit des jeunes grenouilles, pour essayer d'augmenter la population dans l'Ouest. Une des choses sur lesquelles je travaille aussi par rapport aux amphibiens, c'est les maladies. On a deux grandes maladies qu'on retrouve partout sur la planète, un champignon et un virus qui tuent les grenouilles en très très grand nombre. C'est entre autres pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a 30% des espèces qui sont menacées. C'est essentiellement lié aux maladies. Et donc là, on essaie de trouver, même si ce serait difficile de les mettre en place à l'échelle mondiale, mais on essaie de trouver des vaccins et de comprendre pourquoi ce champignon-là, tout d'un coup, s'attaque aux grenouilles et les tue de façon assez rapide. Et il y a des espèces qui, malheureusement, on retrouve que dans les zoos. Elles ont complètement disparu de la nature. Et donc, on les maintient en captivité, on les fait se reproduire en espérant qu'on puisse trouver une solution pour les remettre dans leur environnement dans le futur. Des espèces envahissantes, oui. Par exemple, la grenouille taureau, chez nous, ce qu'on appelle le wawaron, c'est une espèce commune en Ontario, mais qui envahit et qui crée beaucoup de problèmes, pareil, à l'ouest du Canada, par exemple sur l'île de Vancouver, à côté de Victoria. C'est une espèce qui n'était pas là jusqu'à il y a une dizaine d'années, puis qui a été relâchée par accident. Et c'est une espèce qui est très agressive et qui met en danger les autres espèces locales. Et c'est le cas aussi en France. Moi, quand j'ai grandi en France, il n'y avait pas du tout d'espèce de wawaron. Et elle a été relâchée. Je crois qu'il y a des gens qui les ont importées pour la cuisine, pour essayer, comme c'est des grosses grenouilles, d'en faire un élevage pour les restaurants. Il y en a qui se sont échappées. Elles sont très bien adaptées et elles sont tellement agressives qu'elles mangent les autres grenouilles. Elles mangent les oisillons des canards et de certaines espèces d'oiseaux. Et donc, c'est devenu une espèce envahissante en France dont ils ont vraiment beaucoup de mal à se débarrasser parce qu'elle se reproduit très bien dans les milieux, les rivières et les étangs français dans le sud. Donc oui, les amphibiens peuvent devenir aussi des espèces envahissantes. Alors, attraper une grenouille, le mieux, ça serait que je puisse vous faire voir, mais je ne sais pas où vous êtes, et deux, à l'heure actuelle, une des raisons pour lesquelles on communique par Zoom, c'est qu'on n'a pas le droit de se mettre en contact les uns des autres. Le mieux pour attraper une grenouille, alors j'en ai pas à vous faire voir, ça aurait été l'idéal, alors le mieux c'est de attraper avec un filet. Et une fois que tu l'as dans ton filet, sur terre ou dans l'eau, c'est de l'attraper, de faire un peu comme un Y avec ta main et de coincer les jambes arrière. C'est dans les jambes arrière qu'il y a le plus de force et qu'elles vont réussir à s'échapper. C'est pour ça qu'elles sautent, les grenouilles. Si tu es long et si j'avais… Donne-moi une seconde, je vais trouver une grenouille pour te faire voir. L'avantage d'avoir des enfants à la maison, c'est qu'on a des grenouilles. Celle-là, elle vient, je peux faire un peu de publicité pour les parcs de l'Ontario. J'espère que vous aurez bientôt la chance de pouvoir aller vous promener dans nos parcs provinciaux. Et donc, le mieux, comme je disais, c'est que c'est les jambes où se trouve toute la force de la grenouille. Donc, l'idéal, c'est vraiment de l'attraper comme ça, tout simplement. Si vous la tenez comme ça, la grenouille, sans l'écraser, mais juste en la maintenant, on peut même la maintenir avec deux doigts. À partir du moment où on a nos deux doigts au niveau des hanches, comme ça, la grenouille, elle peut pas s'échapper. Et après, vous pouvez la regarder au-dessus, en dessous. Une chose très importante, mouillez-vous les mains. La peau des amphibiens est très, très, très fragile. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'écailles, il n'y a pas de plumes pour les protéger. Et donc, le savon, les produits anti-moustiques, toutes ces choses-là, ça va rentrer à l'intérieur de la peau et faire beaucoup de dégâts. Donc, lavez-vous les mains. En plus, quand vous avez les mains sèches, ça leur abîme la peau. Une peau des amphibiens, elle est toujours mouillée. Donc, mouillez-vous les mains dans l'eau, dans l'étang ou la rivière. Ensuite, attrapez la grenouille. Vous pouvez la garder 1 minute pour la faire voir à vos amis, à votre famille, à prendre des photos. Et ensuite, vous la relâchez. Et quand vous avez fini d'attraper les grenouilles, même chose, vous vous lavez les mains. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parfait.
Alors, s'il n'y a pas autre question, on arrive pas mal à la fin. Ce que je vais faire, je vais partager dans le chat. On aimerait savoir ce que vous avez pensé du webinaire aujourd'hui. Alors, on a un formulaire Google. Si vous avez même littéralement juste 1 minute à remplir le formulaire, ça serait grandement apprécié. Alors, je vais juste mettre le lien dans le chat. 2 petites questions pour vous aujourd'hui. Autrement, c'est tout. Si vous avez des questions, j'ai aussi mis l'adresse courriel au professeur David dans le chat aussi. Alors, sentez-vous confortable de lui envoyer un courriel. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vous remercier de vous être joints à nous pour la session aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons un webinaire sur toutes sortes de variétés de sujets qui arrivent à grands pas pour le restant du mois de mai et jusqu'à la fin juin. Il y en a 3-4 à chaque semaine, de midi à 1h jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, vous allez trouver le calendrier au site web suivant. Autrement, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et on espère de vous voir bientôt. Passez une belle journée.